darwinisme, un mythe persistant réfuté par la science. Ce titre a été composé par l'un d'entre vous et il est très exact. Je dirais chacun de ces mots a son poids et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. On m'a demandé de me présenter en quelques mots en début de conférence. Bon, je suis ingénieur de formation. J'avais, étant chez les jésuites de Reims au lycée, fait partie de l'équipe paléontologie. C'est-à-dire que 2 après-midi par semaine, on allait faire des fouilles dans la campagne, on déterrait les os, on les assemblait, etc. Et évidemment, c'est certainement une activité qui m'a intéressé à la préhistoire. J'ai donc cru à l'évolution, comme beaucoup de gens. À ce point, je sais qu'en maths sup, mon livre de chevet était Teilhard de Chardin. Donc j'y ai cru, et je trouvais que c'était beau, mais je ne me posais pas la question de savoir si c'était vrai. Et cette question a surgi beaucoup plus tard, et la réponse, évidemment, vous allez voir, c'est que, évidemment, ça n'est pas vrai, c'est un mythe. Alors, dans le cadre de ayant découvert évidemment que l'évolution était un mythe, après il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'on enseigne avec un budget publicitaire considérable une théorie qui est fausse? Si vous voulez, il n'y a pas de budget publicitaire pour le principe d'Archimède. Vous savez, le principe d'Archimède, c'est le fait qu'un corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale égale au poids de l'eau qu'il a déplacée. Bon, on ne fait pas de publicité pour ça. Alors que c'est très important que les gens connaissent la vérité historique. Alors pourquoi fait-on pour l'évolution des musées entiers, des galeries de l'évolution, etc. Ça, évidemment, cette question demande une réponse. Mais la réponse, c'est que justement, comme c'est un mythe, on ne peut pas le prouver, donc il faut persuader les gens par des arguments autres que le raisonnement et l'expérience. Alors, le mot mythe pour l'évolution n'est pas une invention personnelle ou de Mathias, qui a composé ce titre. C'est en 1957, si vous voulez, Jean Rostand. Alors, Jean Rostand est un biologiste qui était à la fois membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française. Donc, si vous voulez, quelqu'un de notable dans le paysage intellectuel français de l'après-guerre. Et il a fait la une du Figaro littéraire en 1957 avec un article qui disait « Répétons-nous sur l'évolution des contes de fées pour grandes personnes ». Autrement dit, l'évolution est-elle un conte de fées pour grandes personnes? Donc le conte de fées pour grandes personnes, c'est l'expression de Jean Rostand. Ce n'est pas une invention personnelle. Et la question se pose effectivement parce qu'il faut bien voir que quand Lamarck et Darwin, qui sont les grands inventeurs de la théorie de l'évolution, ont vécu, à leur époque, la génétique n'existait pas. C'est-à-dire que Lamarck et Darwin, qui sont les grands maîtres à penser de l'évolutionnisme, ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils parlaient, l'évolution, normalement, c'est la transformation des êtres vivants, l'apparition dans une lignée d'un organe qui n'existait pas auparavant dans cette lignée. Donc ce sont des phénomènes qui ont un lien direct avec la génétique, avec les lois de l'hérédité. Mais ces lois, on ne les connaissait pas à l'époque. Donc il ne faut pas en vouloir à ces grands esprits qui étaient Lamarck et Darwin de s'être trompés. Si vous voulez. Ils n'avaient pas les connaissances nécessaires. Bon. Seulement, aujourd'hui, la génétique existe, c'est une science très, très, très développée, avec énormément de chercheurs, et il faut évidemment se demander si ce qui avait été inventé par Lamarck et Darwin correspond aux normes de la pensée savante, c'est-à-dire la rationalité et la conformité avec les faits. Alors, le fait qu'on ait inventé cette théorie sans avoir les connaissances nécessaires pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux, alors que
pour la démarche scientifique, être capable de vérifier si ce qu'on dit est vrai ou faux, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Ça fait partie de la méthode scientifique. Donc, pourquoi Lamarck et Darwin parlaient-ils d'évolution alors qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient? Eh bien, la réponse est très simple. Ils en ont parlé parce qu'ils y croyaient. Maintenant, pourquoi y croyaient-ils? Eh bien, ils y croyaient à l'évolution, parce que beaucoup de gens autour d'eux étaient persuadés que la transformation des choses était une loi universelle. C'était une des grandes lois de l'univers, et c'est ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle encore, le mythe du progrès. C'était l'idée du progrès. C'est l'idée que le temps fait que les choses s'améliorent avec le temps. Alors on en reparlera un petit peu après, mais il faut bien voir que, alors pour situer les choses, le grand livre de Darwin, qui s'appelle L'origine des espèces, c'est de 1859. Donc ça fait un peu plus de 150 ans. Et juste après la sortie de son livre, Darwin écrit à Asa Gray, qui est un biologiste américain, qui était de ses amis, il dit « Il est très important que mes idées soient lues par des hommes intelligents, accoutumés aux arguments scientifiques, tout en n'étant pas naturalistes. Cela peut paraître absurde, mais je m'imagine que de pareils hommes, donc c'est des hommes cultivés mais n'étant pas des scientifiques, entraîneront après eux les naturalistes qui s'entêtent à croire qu'une espèce est une entité. » Alors, ça veut dire que pour Darwin, qui croyait à l'évolution, les obstacles à sa croyance, c'était les hommes de science, les naturalistes, ceux qui étudiaient la nature. Parce que eux savaient que les espèces sont une réalité. Et la thèse de Darwin, c'est que justement, il n'y a pas d'espèces. Tout se transforme, tout évolue. C'est ça l'évolution. Donc, on voit bien sur cette citation de Darwin qu'il s'agit d'une croyance et que justement l'obstacle à cette croyance, c'est la science. Ce sont les connaissances accumulées par les naturalistes. Et pour surmonter l'obstacle, c'est-à-dire l'opposition des scientifiques, la solution, c'est la pression sociale. Donc c'est par le biais de la propagande, de la pression sociale, que, effectivement, de fil en aiguille, la plupart des scientifiques en sont aujourd'hui à croire à l'évolution. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce à quoi ils croient n'est pas du tout quelque chose qui a été inventé par Lamarck et Darwin. Donc j'aurai 3 parties dans cet exposé. La première partie, c'est les précurseurs littéraires de l'évolutionnisme. La deuxième partie, c'est la mise en musique scientifique du mythe de l'évolution par Lamarck et Darwin. Et puis, en troisième partie, évidemment, nous verrons ce que la science a à dire à propos de cette croyance. Alors, les précurseurs littéraires, ça c'est très intéressant, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, les hommes de lettres ne sont pas des savants. Et les savants sont des gens sérieux qui s'occupent des réalités. Mais la théorie de l'évolution ne correspond pas à ces schémas-là. Si vous voulez, alors, qu'est-ce que ça veut dire, la théorie de l'évolution? Alors, aujourd'hui, dans l'esprit général, ça veut dire de l'amibe à l'homme. L'amibe, c'est le petit organisme protozoaire, l'apparition de la vie, si on veut. Et puis l'homme, c'est vous, c'est moi. Et donc, l'idée, c'est que la vie est apparue un jour, on ne sait pas comment, et puis la vie se transforme, et la vie se transforme en progressant, et puis on arrive par complexité croissante jusqu'à l'homme, et ça se produit par des causes naturelles. Donc ça, c'est le point très important. C'est-à-dire que l'évolutionnisme, c'est l'évolution des choses naturellement, en suivant les lois de la nature. C'est-à-dire les lois de la nature, c'est les lois que la science étudie, et pour un évolutionniste, eh bien, la nature fait que les choses se transforment.
Alors, il y a deux petites variantes dans cet évolutionnisme. Il y a la variante lamarckienne, qui est finaliste, c'est-à-dire que les êtres ils se dirigent vers un progrès, mais intentionnel. Et puis Darwin, c'est le hasard. Alors, tout se fait au hasard, et si l'homme est apparu, c'est par hasard, c'est par le biais disons, les circonstances et puis des changements qui se font nécessairement de génération en génération. Alors, cette idée remonte au XVIIIe siècle. Alors, le précurseur, le premier précurseur, ça a été Benoît de Maillet. Alors, c'est un Français qui était consul de France en Égypte. Il est resté 16 ans en Égypte. Et alors, il avait été frappé de voir qu'au Caire, qui n'est pas au bord de la mer, on voit encore des endroits où les bateaux venaient s'amarrer. Alors, d'où l'idée du retrait de la mer. Alors, la thèse de Maillet, c'est qu'il fut un temps où la mer, l'océan couvrait les terres, et puis il y a eu le retrait de la mer, donc la mer s'est retirée, et automatiquement, les êtres marins sont devenus des êtres terrestres. Et ça se comprend très bien, parce que vous avez des correspondances entre des êtres terrestres. Par exemple, vous avez la vache, mais il y a la vache marine. Vous avez l'homme, mais il y a la sirène. Donc, si vous voulez, on peut très bien imaginer que les êtres marins sont devenus des êtres terrestres un jour. Ça, c'était l'idée de Benoît de Maillet. Alors, donc, une citation. Alors, son livre de 1748 s'appelle Teliamed. Alors, Teliamed, c'est un anagramme de Benoît de Maillet. Alors, ça a été publié en 1748, mais ça commençait à circuler en 1720, le livre. Donc, c'est début du XVIIIe siècle. Pour en venir à ce qui regarde l'origine des animaux, je remarque qu'il n'y en a aucun marchant, volant ou rampant dont la mer ne renferme des espèces semblables ou approchantes, et dont le passage d'un de ces éléments à l'autre ne soit possible, probable même, soutenu d'un grand nombre d'exemples. La transformation d'un ver à soie ou d'une chenille en papillon serait 1000 fois plus difficile à croire que celle des poissons en oiseaux, si cette métamorphose ne se faisait chaque jour sous nos yeux. Donc, ce que Maillet imaginait, c'est exactement ce qu'on enseigne dans la théorie de l'évolution, c'est qu'un jour, des reptiles sont devenus des oiseaux, par exemple. Donc, les reptiles, ils ont des écailles, en général, les oiseaux, ils ont des plumes. Mais, on ne sait pas très bien comment, mais enfin, il faut croire que les oiseaux proviennent des reptiles. Vous pouvez le croire, je pense même qu'il y a dans cette salle des gens qui le croient, mais il faut avoir le courage intellectuel, quand on est évolutionniste, de se dire, oui, un jour, il y a eu un reptile qui s'est vu pousser des plumes. Bon. Ça, Benoît de Maillet, 1720, si vous voulez, l'avait parfaitement conçu. Hein. Et en ce qui concerne l'homme, il disait la chose suivante. Dans quel état croyez-vous que les races humaines se soient trouvées au sortir de la mer? Puisque tous les êtres vivants sortent des êtres marins, parce que ce qu'enseigne la théorie de l'évolution. Hein. Donc l'homme en fait partie. Alors, c'est les races humaines au sortir de la mer, farouches, muettes. L'homme primitif ne savait pas parler. Hein. Sans raisonnement, elles ont erré longtemps sur la terre et habité les cavernes. L'homme des cavernes, 1720. C'est intéressant ça. Avant qu'elles eussent acquis l'usage d'articuler des sons, avant de les approprier à certaines idées et de communiquer leurs pensées et leurs connaissances à leurs enfants. C'est-à-dire que cette idée que les sauvages, alors l'homme sauvage, au XVIIIe siècle, si vous voyez, il y avait les explorateurs, les missionnaires, etc. Donc on commençait à savoir qu'il y avait des peuples qui vivaient dans des régions assez éloignées, avec des conditions de vie très, très simples. Et il y a eu cette idée que les sauvages, alors sauvage ça vient de selva en latin, qui veut dire la forêt, que les sauvages étaient les primitifs. Donc l'idée qu'il y a eu un homme primitif
qui ressemblait au sauvage. Ça, on la trouve chez de Maillet, et on la trouve aussi chez Jean-Jacques Rousseau, le fameux Jean-Jacques, hein, qui est alors un tout petit peu postérieur à Maillet. Rousseau est mort en 1778, et il a imaginé ce qu'on appelle l'état de nature. Alors l'état de nature chez Rousseau, c'est l'état primitif de l'homme avant la civilisation. Et les particularités, si vous voulez, entre autres, c'est que comme chez Maillet, l'homme primitif ne sait pas encore parler. Alors dans cet état primitif, dit Rousseau en 1755, ça c'est de discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. J'attire votre attention sur le fait que Jean-Jacques Rousseau, c'est peut-être un doux rêveur, comme vous allez voir, mais c'est quelqu'un qui a eu une influence sur nos sociétés qui est gigantesque. Il était suisse, mais ça ne l'a pas empêché. Ses idées ne connaissent pas les frontières. C'est quand même un des grands penseurs de tous les grands ancêtres de la Révolution française. Et tous les drames de la société actuelle ont plus ou moins leur source dans l'imagination de Rousseau, sur lequel, vous savez, l'homme est né libre et il est dans les fers, etc. Donc toute la destruction du tissu social qui est issu de la Révolution française a indirectement sa source chez Rousseau. Et Rousseau avait imaginé un état primitif où l'homme était heureux, justement, parce qu'il n'y avait pas encore la société. Mais ça n'est que de l'imagination littéraire. Dans cet état primitif, écrit-il, n'ayant ni maison ni cabane, ni propriété, chacun se logeait au hasard, et souvent pour une seule nuit. Les mâles et les femelles s'unissaient fortuitement selon la rencontre, l'occasion, le désir, sans que la parole fût un interprète fort nécessaire des choses qu'ils avaient à se dire. Ils se quittaient avec la même facilité. On dit, Rousseau imagine une espèce d'homme primitif où il n'y a pas de société organisée, il n'y a même pas de mariage, et où les gens n'ont pas besoin de la parole. Donc c'est cette idée que nos ancêtres sont des primitifs. Enfin, les ancêtres, les primitifs sont des sauvages. Cette idée, elle est aujourd'hui presque générale. Et les gens s'imaginent que quand on va, je sais pas, les Bochimans d'Afrique du Sud, par exemple, du désert de Kalahari, qui vivent à l'âge de pierre, ce qui est intéressant, ça veut dire que l'âge de pierre est contemporain. Alors d'un côté, on vous explique qu'il y a eu un progrès de la technique et qu'on peut dater les civilisations archéologiques en fonction de leur technologie, et en même temps, vous avez des gens qui sont à l'âge de pierre, mais ils vivent aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, disons, avant-guerre, parce que maintenant, on les a socialisés, les Bochimans. Donc, cette idée que les sauvages sont des primitifs, c'est-à-dire nous donne une idée de ce qu'était la société humaine avant les civilisations. Donc ça, c'est une idée qui ne doit rien à Lamarck ou à Darwin, qui est déjà entièrement conçue au XVIIIe siècle, et à ce point que vous savez, la classification des êtres vivants a été la plus utilisée, a été fondée par Linné. Donc classification des animaux, des plantes, etc. Et dans la 10e édition de son Systema Naturae, système de la nature, alors c'est lui qui a créé l'expression d'Homo sapiens pour désigner nous, l'homme moderne. Et alors il avait créé un Homo mutus, c'est-à-dire l'homme qui ne parle pas encore, mais qui était déjà, sur le plan de la conformation, un Homo sapiens. Donc il y avait dans le genre Homo, il y avait évidemment des simiens, l'orang-outan, qu'il appelait l'Homo sylvestris, l'orang-outan, donc le chimpanzé, etc. Donc l'idée de rapprocher le singe et de l'homme n'est pas du tout une idée de Darwin, c'était une idée de Linné, mais dans Linné, le rapprochement, pour Linné, c'était un rapprochement morphologique qui est de bon sens. Le singe a un certain nombre d'organes qui sont situés de la même manière que les organes correspondants chez l'homme, mais Linné ne faisait aucun lien généalogique entre les éléments de sa classification. Mais simplement, il avait quand même, sous la pression de gens comme Benoît de Maillet, introduit un homo mutus, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu à un moment donné
un être qui était pratiquement semblable à l'homme, mais qui n'avait pas encore l'usage de la parole. Alors, le grand, enfin celui qui a été le plus évolutionniste au sens moderne du terme à l'époque, c'est Diderot. Alors Diderot, c'est pareil, c'est un des grands ancêtres de la pensée révolutionnaire. C'est quelqu'un dont on enseigne la littérature dans les classes de nos écoles. Alors Diderot est mort en 1769, hein, pour le situer. Donc c'est quand même, c'est avant la Révolution française, mais par contre les idées de Diderot ont été très influentes sur la Révolution. Et puis c'est lui qui avait lancé, enfin, pas seul, mais le projet de l'encyclopédie, c'est-à-dire d'une sorte de livre dans lequel il y aurait un inventaire de toutes les connaissances humaines, y compris les connaissances pratiques d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de savoir-faire dans l'encyclopédie. Alors, Diderot imagine, alors il fait ça, alors à l'époque, oui, il y a les lettres persanes, vous savez, Montesquieu, les lettres persanes, alors on imagine quelqu'un qui écrit de Perse. Alors Benoît de Maillet, c'était pareil, c'était les lettres d'un missionnaire qui écrivait à un philosophe indien. Enfin, alors dans ce genre-là, Diderot imagine que d'Alembert, donc, qui est un mathématicien, mais qui était secrétaire de l'Académie des sciences pendant longtemps, d'Alembert est à la fièvre, et il rêve, et puis le docteur Bordeu est à côté de lui, et il note le rêve de d'Alembert, et ça a donné une œuvre de Diderot. Et alors, je vous lis Diderot. De même que dans les règnes animal et végétal, un individu commence, s'accroît, dure, dépérit et passe, n'en serait-il pas de même des espèces entières? L'embryon a passé par une multitude d'organisations et de développements. Il s'est écoulé des millions d'années entre chacun de ces développements. Il a peut-être encore d'autres développements à subir et d'autres accroissements à prendre qui nous sont inconnus. Vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu'ils sont à présent. Quelle folie! On ne sait pas plus ce qu'ils ont été qu'on ne sait ce qu'ils deviendront. Le vermisseau imperceptible qui s'agite dans la fange s'achemine peut-être à l'état de grand animal. L'animal énorme qui nous épouvante par sa grandeur s'achemine peut-être à l'état de vermisseau. Donc, on a les thèses évolutionnistes, mais en plein, là, à la fois les millions d'années, parce qu'évidemment, qu'un petit animal devienne un éléphant, ça n'est crédible que si ça s'est produit petit à petit pendant longtemps. Donc, chez Diderot, on a cette idée de transformation, c'est-à-dire cette idée que les êtres vivants, les espèces vivantes sont des réalités qui n'ont pas de substance, qui sont évanescentes, qui peuvent disparaître. Et donc, ces transformations ont duré pendant des millions d'années. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a absolument rien de scientifique là-dedans. Diderot n'est pas, enfin, c'est un homme cultivé qui se tenait au courant des choses, mais je veux dire, rien de ce qu'il affirme n'a de fondement scientifique. Et encore mieux, si vous voulez, dans le rêve de d'Alembert, toujours, il dit « Les organes produisent les besoins et réciproquement, les besoins produisent les organes. La conformation originelle s'altère ou se perfectionne par la nécessité et les fonctions habituelles. Nous marchons si peu et nous travaillons si peu et nous pensons tant que je ne désespère pas que l'homme finisse par n'être plus qu'une tête. » Alors, c'est très drôle parce que c'est exactement les idées de Lamarck. Si vous voulez, Lamarck qui arrivera au XIXe siècle, c'est-à-dire l'idée que les organes se renforcent quand on s'en sert, et au contraire, ils perdent leur force si on ne s'en sert pas. C'est la loi de l'usage et du non-usage. Et puis l'idée que, justement, Diderot qui marche peu et qui travaille beaucoup,
de la tête, eh bien, sa tête va grossir. C'est en plein l'évolutionnisme, si vous voulez. Et vous savez que pour les évolutionnistes, on va faire très attention au volume du cerveau. Et on classe les fossiles souvent par la capacité crânienne, etc. Parce qu'il y avait, enfin, il faisait déjà un lien, si vous voulez, entre la pensée et le cerveau. Et évidemment, il y a cette idée que l'évolution est un progrès. Alors là, on l'a pas, on va la voir bientôt plus clairement. Mais dans l'évolutionnisme, il y a l'idée qu'on va vers le mieux. Donc on passe, le sauvage, enfin, personne n'a envie de vivre comme les sauvages. Donc l'homme qui est en société, enfin nous, d'une certaine façon, est supérieur à l'homme des bois, hein, qui n'a pas le téléphone portable et l'électricité, par exemple. Hein, donc il y a cette idée du progrès au cours du temps, et donc eh bien, il y a eu un jour des hommes primitifs et des animaux primitifs, mais qui étaient différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous arrivons maintenant à Condorcet. Condorcet est aussi un grand nom même de la Révolution, parce que lui a vécu, il faisait partie des révolutionnaires, mais il ne faisait pas partie enfin, il faisait partie des révolutionnaires modérés, si bien que pendant la Terreur, Condorcet a été obligé de se cacher. Donc il vivait rue Servandoni, c'est une petite rue près du Sénat à Paris. Donc il s'est caché pendant 4 mois. Et puis au bout de 4 mois, il s'est rendu compte, bon, d'une part, c'était peut-être dangereux pour la personne qui l'hébergeait, puis il en avait assez de tourner en rond. Mais c'est pendant ces 4 mois-là où il a écrit son grand livre qui s'appelle Les esquisses d'un tableau du progrès humain. Alors c'est quelque chose qui est quand même tout à fait extraordinaire. Condorcet, c'est le chant du progrès, c'est l'idée que l'humanité marche vers un futur extraordinaire, et en même temps, il vivait comme un proscrit sous la terreur. Donc il aurait dû se rendre compte qu'il y avait une contradiction manifeste entre ces idées théoriques qu'il mettait sur papier et puis la vie qu'il vivait. Et ça, il ne l'a jamais vu. Et il l'a tellement peu vu que, alors, au bout de 4 mois, il en a eu assez d'être enfermé entre 4 murs, et il a voulu rentrer chez lui, donc quitter Paris. Et il s'est fait arrêter parce qu'à Clamart, il avait faim, il a commandé une omelette. Et alors la servante lui a demandé combien d'œufs. Il a dit 12. Alors le problème, c'est que ça commençait à être la pénurie à l'époque de la Terreur. Une omelette de 12 œufs, c'était, enfin, si vous voulez, il s'est trahi comme ça. Parce que lui, ça faisait tellement longtemps qu'il vivait en dehors de la rue, il ne savait pas que il n'y a pas assez d'œufs pour faire une omelette de 12 œufs. Enfin, en fait, il y a assez d'œufs, mais ça coûte cher. Donc, il vivait en dehors de la réalité. Du coup, il s'est fait dénoncer et il est mort en prison aussitôt après. Et alors, Condorcet écrit dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, alors que c'est une loi générale. Le progrès est une loi générale de tout l'univers. Hein. Donc, la perfectibilité de l'homme est réellement indéfinie. Les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendante de toute puissance qui voudrait les arrêter, n'ont d'autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés. Enfin, vous connaissez que c'est les gens qui savaient écrire. Hein. Sans doute, ces progrès pourront suivre une marche plus ou moins rapide, mais jamais elle ne sera rétrograde. C'est-à-dire que jamais il n'y aura de régression. Hein, parce que le mythe du progrès, c'est ça. C'est l'idée qu'on va vers le mieux, que tout se perfectionne, que la société se perfectionne, que l'homme se perfectionne, que les animaux se perfectionnent, etc. Donc jamais cette marche ne sera rétrograde, du moins tant que la Terre occupera la même place dans le système de l'univers. Donc c'est, si vous voulez,
le progrès est une loi générale de l'univers. C'est une loi. Alors, que les lois générales de ce système ne produiront sur ce globe ni un bouleversement général, ni des changements qui ne permettraient plus à l'espèce humaine d'y conserver, d'y déployer les mêmes facultés. On recommence? Non. D'accord. On entend là? Non, ça va. Alors, c'est aussi l'époque où on a commencé à faire de l'anthropométrie. Et en particulier, on s'est mis à mesurer l'angle facial. Alors, vous savez, l'orang-outan ou le singe, il a le front fuyant. Et puis, si on prend les différentes races humaines, on voit que le front peut être plus ou moins en pente ou plus ou moins vertical. Et le front grec, qui était perçu comme le symbole de l'homme parfait de l'époque, le front grec, il est presque vertical. Alors, il y a un personnage intéressant à l'époque, alors qui est donc de l'époque de la Révolution, cette fois on avance dans le temps, qui est Jean-Joseph Viret, qui était pharmacien en chef des hôpitaux militaires sous l'Empire. Et alors il écrit en 1801, « Il y a une foule d'intermédiaires qui nous rapprochent de l'animal. Croyez-vous qu'il y ait si loin des Hottentots, Beauchimans aux chimpanzés qui habitent presque dans le même pays? Je ne crois pas qu'on puisse trouver place pour un intermédiaire entre eux. On pourrait démontrer par la physiologie que le rapport du cerveau de l'orang-outan est autant analogue à celui du Hottentot sauvage que celui d'un Européen l'est à ce dernier. » Autrement dit, on a le singe, le Hottentot et l'homme européen. Et l'on sait que l'intelligence est en raison directe de la masse cérébrale bien constituée. Donc vous avez là un intérêt pour je le signalais tout à l'heure, pour la capacité crânienne des gens. Et il ajoute le physique est toujours le véritable père du moral et le fondement primordial de l'âme chez tous les êtres animés. Autrement dit, c'est la capacité cérébrale de l'homme moderne qui a fait qu'il a une âme et qu'il réfléchit, qu'il pense, etc. Donc on voit que dès 1800, donc ça fait plus de 2 siècles, on s'est focalisé sur la taille du cerveau. Et à la même époque, apparaît Erasmus Darwin. Alors vous savez que le Darwin du darwinisme, c'est Charles Darwin. Mais son grand-père s'appelait Erasmus Darwin. Et Erasmus Darwin était médecin en Angleterre, un médecin connu, célèbre, qui avait correspondu avec Jean-Jacques Rousseau. Et il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle la Zoonomia. Alors c'est en 1794, donc l'époque de la Révolution. Et il écrit la chose suivante: « Serait-il trop audacieux d'imaginer qu'au cours des longues durées qui se sont écoulées depuis que la Terre existe, des millions d'années peut-être, tous les animaux à sang chaud soient apparus à partir d'un filament vivant que la grande cause première dota de l'animalité et possédant ainsi la faculté de continuer à s'améliorer par son activité inhérente et de transmettre par hérédité ses améliorations à sa postérité dans les siècles des siècles. » Alors, dans cette phrase du grand-père de Darwin, on a absolument tous les ingrédients de l'évolutionnisme. On a l'apparition des animaux à partir
d'une minuscule molécule vivante, on a la transmission des améliorations par hérédité, et ça dure des millions d'années. Donc pratiquement, on a pratiquement tous les ingrédients de l'évolutionnisme dans cette citation qui est de 1794. Et alors là, on va, pour en finir avec les précurseurs littéraires de l'évolutionnisme, on va sauter quand même au milieu du XIXe siècle pour juste mentionner Herbert Spencer. Alors, Spencer est un philosophe anglais, un psychologue, mais il est important parce que c'est lui qui a inventé le mot évolution. Si vous voulez, Lamarck n'employait pas le mot évolution, il parlait de transformisme. Darwin n'employait pas le mot évolution, il parlait de descendance avec modification. Et c'est Spencer, c'est le philosophe Spencer qui a employé le mot d'évolution. On avait vu que Condorcet avait été le grand chantre du progrès en France et en Angleterre, donc c'était Herbert Spencer qui dit la chose suivante: loin d'être artificielle, la civilisation est une partie de la nature. Les modifications qu'a subies l'homme, donc ça veut dire que l'homme n'a pas toujours été comme nous sommes aujourd'hui, et qu'il subit encore, sont l'effet d'une loi qui sous-tend toute la création organique. Et donc pour lui, l'homme s'achemine vers la perfection. Donc, dit-il, le développement d'un homme idéal est logiquement certain. Le progrès n'est pas un accident, c'est une nécessité. Donc, vous voyez, c'est vraiment le chantre du progrès. Alors, il résulte de tous ces précurseurs non scientifiques de l'évolutionnisme que l'évolution est une loi générale de la nature. Donc c'est une loi générale de l'univers, et au fond, l'évolution humaine n'est qu'un cas particulier. Donc l'évolution est progressive, elle est continuelle, et elle dure depuis des millions d'années. Alors, ça, c'était des littérateurs qui le disaient, et dans l'esprit de beaucoup de gens, l'évolution, c'est une théorie scientifique. Donc, comment se fait-il qu'on prenne pour une théorie scientifique une thèse qui a été inventée par des romanciers, des philosophes, qui ne se préoccupaient absolument pas de la confrontation de la thèse avec les faits expérimentaux? Eh bien, c'est parce qu'entre-temps, il a surgi de vrais hommes de science, de vrais naturalistes, comme Lamarck et Darwin, qui ont mis en musique savante le thème de l'évolution. Alors, Lamarck a sa statue à l'entrée du Muséum des sciences naturelles de Paris, pour ceux qui y vont. On continue ? Et cette statue a toute sa place parce que c'est lui qui a été chargé en 1800, si vous voulez, de créer la chaire des invertébrés au Muséum des sciences naturelles. Donc Lamarck est un spécialiste des invertébrés. Les invertébrés, c'est les mollusques et les insectes, ce qui a son importance d'ailleurs quand on réfléchit aux thèses de Lamarck. Mais les principes du lamarckisme ont été énoncés en 1800 dans son discours d'ouverture, et puis ont été repris en 1809 dans ce qu'il appelle la philosophie zoologique. Mais philosophie zoologique, ça veut dire le mot philosophie à l'époque n'avait pas le sens littéraire qu'il a aujourd'hui. Ça voulait dire la science géologique, la science zoologique. Alors, Lamarck, évidemment, est évolutionniste, et il essaye de comprendre non seulement
qu'il y a évolution, auquel il croyait, comme tous les littérateurs que nous avons cités, il essaye de comprendre comment c'est possible, quel est le procédé de l'évolution. Alors, eh bien pour lui, la nature a deux moyens pour les productions qu'elle fabrique, hein, qui sont du temps et des circonstances favorables. On sait que le temps n'a point de limite pour elle, et qu'en conséquence, elle l'a toujours à sa disposition. Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert encore chaque jour pour varier ses productions, on peut dire qu'elles sont en quelque sorte inépuisables. Alors c'est très intéressant de voir que pour Lamarck, si vous voulez, le temps, donc le temps qui passe, et les circonstances favorables, c'est-à-dire l'environnement, sont les facteurs qui agissent dans l'évolution. Donc il y a cette idée que le temps est une cause, que les transformations sont une résultante du temps, mais les transformations progressives. Attention. Alors les deux grandes lois savantes de Lamarck, il y a la première loi, c'est que la fonction crée l'organe. Donc l'idée, c'est que l'oiseau a des ailes pour voler. C'est le besoin de voler crée l'aile dont on a besoin pour voler. Et puis, il y a la loi de l'usage et du non-usage. Alors, la loi de l'usage et du non-usage, c'est que l'organe se renforce par la pratique et, au contraire, diminue, s'atrophie par la non-pratique. Alors, la loi de l'usage et de l'usage n'explique pas l'apparition de l'organe, mais elle explique que l'organe puisse se renforcer ou s'atrophier. Alors vous avez par exemple la taupe comme des yeux, mais la taupe est aveugle. Alors on dit justement, comme elle vit sous terre, elle n'a pas besoin de voir, et donc elle perd son œil, perd sa fonction. Et puis il y a aussi, donc il y a une idée très importante chez Lamarck, qui est que l'idée que l'espèce est comme un individu qui ne vieillit jamais, qui vieillit et qui donc enregistre toutes les modifications de tous les individus qui se succèdent à l'intérieur de l'espèce. Donc on accumule les transformations, donc le renforcement de l'organe est transmis aux descendants, à ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis, donc le fait d'avoir un biceps plus fort, eh bien, est transmis aux descendants, et puis le descendant du descendant peut transmettre encore un organe renforcé, et ainsi de suite. Donc on a là une possibilité de transformation progressive. Mais ça suppose l'hérédité des caractères acquis, mais à laquelle il croyait. Et puis, ce qui est nouveau chez Lamarck, qui est très important, c'est de proposer une explication pour l'apparition de l'organe nouveau, hein, qui est que la fonction crée l'organe. Le bon côté de Lamarck, c'est que, en un sens, il reste finaliste. Parce que quand on dit la fonction crée l'organe, il y a une finalité. La création d'organes, elle répond à un but. Donc, il y a deux catégories d'évolutionnisme, nous dirons. Il y a le lamarckisme qui est finaliste et le darwinisme qui, lui, ne sera pas finaliste, qui va remplacer la finalité par le hasard. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en 2009, ça fait 11 ans, il y a eu de grandes célébrations pour l'anniversaire de Darwin, y compris en France. Donc parce que 2009, c'était à la fois le bicentenaire de la naissance de Darwin et le 150e, si on peut dire, de la publication de l'origine des espèces, qui est le grand livre de Darwin. Mais 2009, c'était aussi le bicentenaire de la philosophie zoologique de Lamarck. Et je ne sais pas pourquoi, l'université française
Alors c'est là où on voit qu'on est vraiment sous occupation culturelle. C'est-à-dire que l'université française n'a pas profité des grandes festivités de 2009 pour l'évolution pour rappeler que le véritable inventeur de l'évolution, c'est pas Darwin, c'est Lamarck. Et Lamarck, c'est 1809. La grande publication de Lamarck, c'est 1809. Mais on n'a pas fêté le bicentenaire de Lamarck. Alors, évidemment, Lamarck était athée, mais sa pensée restait finaliste. Alors vous savez, quand on parle de finalité, de fil en aiguille, on arrive à Dieu. Donc l'athéisme qui réfléchit n'aime pas la notion de finalité. Parce que poser la question pourquoi, il y a le pourquoi du pourquoi, et puis à un moment donné, on sent le besoin d'une cause première. Alors, la pensée de Darwin, elle tourne complètement la page de la finalité, c'est-à-dire pour Darwin, l'oiseau vole parce qu'il a des ailes. Pour Lamarck, l'oiseau a des ailes pour voler, donc ça a un sens, il y a une finalité. Et pour Darwin, l'oiseau a des ailes. Alors, comment fait-il pour avoir des ailes? Ça, c'est justement les hasards de la reproduction qui ont fait que les ailes sont apparues. Et évidemment, comme il a des ailes, il vole. Donc on a une sorte de transformation des êtres vivants dans lequel eh bien, la cause explicative, c'est le hasard. Et c'est pour ça que Darwin est aussi important. Vous avez un biologiste d'Oxford, Dawkins, qui, dans un livre qui a eu un certain succès, qui est traduit en français, qui s'appelle « L'horloger aveugle », explique que Darwin a produit la justification intellectuelle qu'attendaient les athées. C'est-à-dire que, comme Gilson le disait, quand on réfléchit aux choses, à l'origine des choses, c'est l'athéisme qui est difficile. C'est d'imaginer qu'il n'y a pas un être supérieur, intelligent, il n'y a pas de créateur. Non, le concept de création, il explique tout, de façon très simple et très logique. Quand on refuse le créateur, ça devient difficile. Hein, l'athéisme est difficile. Mais avec Darwin, on avait une sorte d'explication par le hasard. Et c'est pour ça que Darwin est aussi important pour l'athéisme contemporain. Si on a fêté le bicentenaire de Darwin et pas celui de Lamarck, c'est pour ça. C'est parce que c'est le darwinisme qui compte. Les variantes non darwiniennes de l'évolutionnisme ne sont pas intéressantes, elles n'ont pas de subvention. Parce que dans le combat idéologique, nous sommes dans une société où il y a un combat d'idées. Alors on n'en est plus toujours conscient parce qu'on est tellement submergé par la propagande qu'on n'imagine pas qu'on puisse mettre en doute. Enfin, je veux dire, la pensée unique, ça veut dire unicité de la pensée. Donc unicité des thèses qui sont diffusées, unicité des raisonnements. Mais c'est pas parce que la propagande est unique que la vérité correspond à la propagande. Mais dans cette propagande, Darwin est un élément absolument essentiel. Alors, le problème est le suivant. Darwin prétend expliquer l'origine des espèces. Alors, le titre alors, ce qui est intéressant, c'est que le titre complet de son livre, alors c'est 1859, l'origine des espèces. Le titre complet, c'est « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence ». Alors, il y a plusieurs éléments intéressants. Il y a les races favorisées, il y a la lutte pour la vie, et puis il y a l'origine des espèces. Alors, il faut savoir que ce livre est entièrement de la désinformation dans la mesure où
il n'y a mention de l'origine des espèces dans le livre de Darwin que dans le titre. Il n'y a pas un seul paragraphe du livre qui explique comment une espèce nouvelle pourrait apparaître. Tout le livre porte sur l'apparition de variations au sein des espèces, ce qu'on appelle la microévolution. Mais l'enjeu du livre, la raison pour laquelle ce livre a eu un retentissement mondial, c'est le titre. C'est parce que Darwin, qui est un savant reconnu, a expliqué l'origine des espèces. Donc maintenant, il n'y a plus à se poser de questions sur l'origine des êtres vivants, sur l'origine des espèces. Darwin a expliqué. Donc là, on a vraiment une opération de manipulation des esprits de première grandeur. Parce que tout est dans le titre, mais il n'y a rien dans le livre qui corresponde au titre. Et ça fait 150 ans que ça dure. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que le mensonge peut très bien on est dans le titre de la conférence, on parlait un mythe persistant. Et c'est ça, le mythe persistant. Ça fait 150 ans qu'on fait de la publicité pour un livre dont le contenu est sans rapport avec le titre. Et la publicité, parce que personne ne lit le livre de Darwin, ou très peu de gens, si vous voulez, bien qu'on le trouve en livre de poche quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète un livre de poche, qu'on a lu le livre, qui est quand même un livre assez épais. Mais ce livre est très important parce que justement, c'est lui qui donne à la pensée moderne la bonne manière de se passer de Dieu. Pas la bonne manière, si on peut dire, mais disons la façon dont on peut être intellectuellement cohérent et ne pas avoir besoin de Dieu, puisqu'on a autre chose pour expliquer l'origine des espèces, justement. Et cette autre chose, c'est Darwin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une race favorisée devienne l'espèce dominante, parce que la lutte pour la vie, c'est le combat entre deux variétés et le plus fort l'emporte. Pour que ça se traduise réellement dans la nature, il faut que la variété favorisée élimine la variété non favorisée. Sinon, il n'y a pas d'effet progressif dans la lutte pour la vie. L'effet progressif, l'évolution positive, ne se produit que si on élimine le moins apte. Alors ça, c'est un aspect sur lequel on insiste, on parle beaucoup de la survie du plus apte. La survie du plus apte, c'est l'élimination du moins apte. Alors, Darwin dit chaque forme nouvelle tend à prendre la place de la forme primitive moins perfectionnée ou d'autres formes moins favorisées avec lesquelles elle entre en concurrence, et elle finit par les exterminer. Ainsi, l'extinction et la sélection naturelle vont constamment de concert. Autrement dit, l'évolutionnisme, c'est l'élimination du moins apte, en pratique. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Pendant le cours de ces modifications, chaque espèce a dû s'adapter aux conditions d'existence de la région qu'elle habite, a dû supplanter et exterminer la forme parente originelle, ainsi que toutes les variétés qui ont formé les transitions entre son état actuel et ses différents états antérieurs. Alors, les conséquences du darwinisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va expliquer par des lois naturelles l'apparition des êtres vivants, l'apparition de l'homme, ça a des conséquences, je dirais, morales et sociales gigantesques. Ça veut dire que tout est le résultat d'une lutte absurde, de la lutte pour la vie sans aucune noblesse, sans aucune... Et ça avait été... alors, il y a quand même eu des réactions à l'époque. Et par exemple, en 1871, dans la Edinburgh Review, on pouvait lire « Si notre humanité n'est que le produit naturel des facultés modifiées des animaux, les hommes les plus sérieux seront obligés de renoncer aux motifs qui les ont poussés à vivre une vie noble et vertueuse comme reposant sur une erreur. Et les révélations de Dieu et l'espoir d'une vie future deviendront de douces rêveries inventées pour le bien de la société. Si ces points de vue sont vrais, une révolution de la pensée est imminente
et elle ébranlera la société jusqu'à ses fondations en détruisant la sainteté de la conscience et le sens religieux. Donc, si vous voulez, l'Église anglicane avait perçu à l'époque le matérialisme implicite de Darwin. Donc, si Dieu n'existe pas, tout est permis, hein, comme dit Dostoïevski. Et une lettre intéressante qui est le professeur de Darwin, le professeur de géologie de Darwin, qui a eu une grande influence sur ça, lui a écrit aussitôt la publication de son livre. Et c'est une lettre très intéressante. Alors il dit « J'ai lu votre livre avec plus de douleur que de plaisir. J'en ai beaucoup admiré certaines parties. D'autres m'ont fait rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. J'en ai lu d'autres avec une profonde tristesse, parce que je les crois erronées et extrêmement nuisibles. Vous avez trahi la vraie méthode inductive, c'est-à-dire la méthode par laquelle, de l'observation, on aboutit à des lois générales. Bon nombre de vos vastes conclusions sont basées sur des affirmations qui ne peuvent être ni prouvées ni réfutées. Il y a dans la nature une composante morale et métaphysique à côté de la part physique. L'homme qui nie cela s'enfonce dans les marais de la folie. C'est la gloire de la science organique, de la science naturelle, hein, de relier le monde matériel et le monde moral par des causes finales. Vous avez ignoré ce lien et vous avez fait tout votre possible pour le briser. S'il était possible de le briser, l'humanité souffrirait, à mon avis, d'un mal qui pourrait la réduire à l'état de brute et plonger la race humaine dans un état de dégradation pire qu'aucun de ceux dans lesquels elle est tombée depuis les premiers documents écrits de son histoire. Adam Sedgwick, professeur de géologie de Darwin, en 1859. C'est prodigieux de lucidité, parce que l'état de brute et l'état de dégradation pire qu'aucune époque de l'Antiquité, nous y sommes. Mais alors, ce qui était évidemment fantastique pour les matérialistes et les athées, c'est que Darwin, par le gradualisme, par l'idée qu'il y avait des petits changements accumulés, évidemment, expliquait l'origine des choses sans faire appel à la création divine. Alors, il faut bien voir que les obstacles à la pensée de Darwin, c'était les hommes de science. Hein, c'était la citation de Hazagré que j'ai donnée en introduction, hein, parce que pour les hommes de science, les espèces sont une réalité. Hein, et je dirais, aujourd'hui, on est quand même 150 ans après Darwin, on croit quand même toujours qu'il y a des chiens, des chats, des chevaux, etc. Bon. Mais les hommes de science étaient contre. Mais il y a eu des gens qui étaient pour, qui étaient les politiques. Alors, à l'époque, hein, fin 19e siècle, vous avez les libéraux et les marxistes. Les libéraux, la lutte pour la vie et l'extermination du concurrent plus faible, c'était du pain béni pour eux. Hein. Et les marxistes, c'est la lutte des classes. La lutte des classes qui élimine le bourgeois moins apte, qui favorise le progrès, enfin la révolution du prolétariat, etc. Donc, le succès du darwinisme est venu de cette idée extraordinaire que l'humanité pouvait progresser en détruisant. Et les gens continuent à être un petit peu dans ce mythe. Par exemple, vous avez la Révolution française a détruit un nombre considérable de monuments, mais les gens ne comprennent pas que ça n'était pas un progrès. Parce que c'est Darwin qui est passé par là, qui fait croire qu'en cassant, on fait place nette au meilleur. Donc il y a cette idée du progrès par l'élimination du moins apte dans la lutte pour la vie au cours du temps. Alors le drame pour Darwin, c'est que malheureusement, il n'y a pas hérédité des caractères acquis. Mais ça, lui ne le savait pas. On a découvert ça vers 1890. Donc, alors c'est un Weissmann. Alors il s'est amusé à couper la queue des souriceaux. Alors la souris, ça se reproduit assez vite. Hein. Donc il a coupé la queue des souriceaux dans l'idée qu'au bout d'un certain temps, il naîtrait des souriceaux dont la queue ne repoussait pas
de toute sa longueur, puisque l'organe dont on n'a pas besoin doit disparaître. Mais évidemment, même au bout d'un millier de générations, les souriceaux avaient toujours leur queue normale, et donc il a fallu admettre qu'il n'y avait pas hérédité des caractères acquis. Et heureusement, vers 1910, on a découvert les mutations. Alors là, c'était le salut. Et on a abouti à ce qu'on appelle le darwinisme aujourd'hui, ou le néo-darwinisme, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui créent l'élément nouveau, et la sélection naturelle, eh bien, elle garde dans ces éléments nouveaux le meilleur. Donc, grâce aux mutations, si vous voulez, on avait pensé qu'on pouvait sauver le darwinisme, et malheureusement, évidemment, en 1910, on a découvert les mutations, mais on ne savait pas comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, on sait que la mutation est une erreur de copie dans la réplication cellulaire, et donc la mutation, elle est systématiquement régressive, ou au mieux neutre. Mais l'idée de la mutation positive, évidemment, qui serait l'idée salvatrice pour l'évolutionnisme, cette idée doit être abandonnée. Alors, je ne dis pas qu'elle est facilement abandonnée, vous avez encore des gens qui imaginent que les mutations progressives, ça serait possible, seulement, malheureusement pour eux, on ne voit pas comment on pourrait la sélectionner. Parce que la mutation, elle se produit au niveau moléculaire, dans les gènes, et la sélection, elle se produit sur l'être vivant complet. Et on n'a aucun moyen d'atteindre le génome par l'apparence de l'être vivant. Alors, nous allons très rapidement quand même montrer que ce mythe de l'évolution n'est pas évidemment confirmé par la science. Alors, pour que ça ne vienne pas de moi, je vais vous lire quelques déclarations de scientifiques indiscutables qui ont abordé ce sujet. Alors vous avez déjà William Thomson. Alors Thomson était biologiste en chef du Commonwealth. Et pour le centenaire de l'origine des espèces, il fallait quelqu'un pour préfacer l'édition, il fallait quelqu'un pour justifier l'intérêt de lire un vieux livre de 100 ans. Donc il a accepté en disant « je veux bien, mais à condition que mon introduction soit une introduction critique ». Et il dit la chose suivante: « Cette situation dans laquelle des hommes de science défendent une doctrine qu'ils sont incapables de définir scientifiquement, et encore moins de démontrer avec quelque rigueur scientifique, cette situation est anormale et indésirable en science. » Bien, tout est là. On ne peut pas définir scientifiquement l'évolutionnisme pour une raison très simple. C'est qu'on emploie le même mot évolution pour désigner deux choses complètement différentes. La microévolution, c'est-à-dire ces mutations qui font qu'il y a des lapins albinos, par exemple, vous avez des myopes, vous avez des... mais cette mutation ne touche que des caractères secondaires, et on n'a jamais vu une mutation capable de créer une information génétique utile, donc capable de créer un organe. Donc la connaissance que nous avons des mutations, non pas la théorie des mutations, mais la réalité des mutations, élimine complètement la possibilité de l'évolution progressive par un procédé aléatoire de type mutation. Citation de Ernst Schein, qui est prix Nobel de biochimie, qui est un juif, en 1970, donc supposer que le développement et la survie du plus apte est entièrement la conséquence de mutations au hasard, ou même que la nature mène des expériences par essai et erreur en vue de créer des systèmes vivants mieux équipés pour la survie, me paraît être une hypothèse ne reposant sur aucune preuve et irréconciliable avec les faits. Donc l'évolution, ça n'est pas une théorie scientifique, ça n'est pas de la science, c'est toutes sortes de choses, mais pas de la science. Et vous avez, alors ça c'est encore plus intéressant, vous avez Zatmary et Smith. Ce sont, John Leonard Smith, bon, il est mort maintenant, c'est un Anglais, Zatmary était hongrois, mais ils avaient tous les deux la chaire de macroévolution à Harvard. Alors justement, la macroévolution,
c'est l'évolution qui n'est pas de la microévolution. C'est l'apparition d'organes nouveaux dans une lignée qui en était dépourvue. Et je veux dire, quand on présente les choses sous cette forme-là, apparition d'un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue, on voit tout de suite que c'est impossible, que ça n'a jamais eu lieu, hein, qu'on est en dehors de la science. Mais maintenant, quand on est titulaire de la chaire de macroévolution à Harvard, on enseigne la macroévolution. Et dans un article de Smith et Zachary, publié dans Nature, donc Nature c'est une grande revue américaine, anglaise de sciences, dans un article sur la macroévolution, ils disent la chose suivante, au sujet de la macroévolution. Il n'existe aucun fondement théorique pour croire que les lignées évolutives deviennent plus complexes avec le temps, ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit. Alors, aucun fondement théorique, ça veut dire qu'on ne voit pas comment ça serait possible. Non seulement l'évolution ne se constate pas, aucune donnée empirique, mais on n'arrive même pas, même en phosphorant beaucoup, à imaginer par quel procédé ça serait possible. Par quel procédé le génome pourrait se transformer pour faire apparaître un organe nouveau, pour faire apparaître un œil là où il n'y avait pas d'yeux, etc. Donc c'est absolument inimaginable, hein. Mais il n'empêche que les gens continuent à y croire. Et ils continuent à y croire parce que, évidemment, les scientifiques sont censés y croire. Mais les scientifiques, ils n'y croient pas parce qu'ils connaissent les preuves. Ils y croient parce que le voisin a les preuves. Par exemple, dans le grand public, dont nous faisons partie, en général, pour les gens, la preuve de l'évolution, c'est les fossiles. C'est le fait qu'il y avait jadis des animaux différents de certains animaux qui existent aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Darwin, les fossiles, c'est la preuve de la non-évolution. Pour lui, c'est l'objection majeure contre sa théorie. Alors, c'est là où on voit qu'on est vraiment dans l'idéologie, c'est-à-dire que parce que les fossiles appartiennent à des espèces parfaitement déterminées. Donc les fossiles démentent le postulat général de Darwin que les espèces n'existent pas. Les espèces existent depuis toujours. Et les espèces disparues sont des espèces comme les espèces vivantes. Et vous savez qu'il y a des espèces qui continuent de disparaître tous les ans. Donc les fossiles ne sont pas la preuve de l'évolution, c'est, dit Darwin, au contraire, l'objection majeure contre l'évolution. Vous avez le principe de Carnot, le principe de la thermodynamique. Vous savez, en thermodynamique, on dit que l'énergie va toujours dans le sens de la décroissance. L'information, elle va toujours dans le sens de la perte d'information. Quand on transmet des messages, on n'a jamais vu le message s'améliorer par rapport au message de départ. Par contre, on a très souvent vu le message se détériorer. Donc ça, c'est le principe de Carnot, c'est le principe le mieux établi de toute la physique. Et on pourrait dire c'est le principe d'impossibilité de l'évolution progressive. Puisque l'évolution progressive, c'est le contraire. C'est de dire qu'une information nouvelle, une énergie nouvelle, etc., va apparaître alors qu'elle n'existait pas apparemment. La génétique qu'on pourrait présenter, qui est aujourd'hui une discipline majeure, hein, avec beaucoup de gens qui travaillent, pourrait être présentée comme la preuve de l'évolution, mais c'est justement le domaine dans lequel toutes les expériences qu'on a faites depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans sur les mutations démontrent qu'elles sont absolument incapables de faire apparaître un organe nouveau. Et à ce point que Pierre-Paul Grasset, vice-président de l'Académie des sciences, disait « Mais si on voulait démontrer la stabilité des espèces, il n'y a pas de meilleur argument que toutes les expériences sur la mouche du vinaigre ou sur le colibacille qu'on a faites pour essayer de fabriquer des mutations. » Parce que ces expériences, alors on réussit à fabriquer des mutations, mais les mutations qu'on a réussi à fabriquer, c'est des mutations qui n'ont jamais fait apparaître un organe nouveau. Qui ont pu, par exemple, on a vu des mouches drosophiles, alors c'est la mutation antenna-pédier, c'est-à-dire qu'à la place des antennes, il y avait les pieds, et les antennes à la place des pieds. Mais je peux vous dire que les drosophiles en question n'étaient pas du tout avantagés dans la lutte pour la vie. Enfin, Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler l'entropie génétique. Alors ça, c'est une chose, c'est une découverte récente. Je veux dire que moi-même, pendant longtemps,
je pensais qu'à chaque génération, on repart à zéro. Donc, d'une certaine façon, la vie a une capacité d'oubli. Bon. Et en fait, ce n'est pas le cas. Les mutations, comme elles sont héréditaires, transmissibles, maintenant on sait qu'à chaque génération, on ajoute à peu près 100 mutations dans le génome humain, par exemple. Ça veut dire que nous sommes dégénérés, d'une certaine façon. À chaque génération, on dégénère de 100... Alors, 100 mutations sur des centaines de milliers de gènes, ça n'est pas grand-chose, mais c'est toujours un petit moins. Et tout le monde sait qu'on est d'ailleurs moins costaud que nos ancêtres, moins... Enfin, ici, on a la moitié de la salle qui porte des lunettes, etc. Enfin, donc la régression par mutation de l'espèce humaine, c'est quelque chose de flagrant. Et c'est pour ça que les gens qui imaginent que l'humanité va vivre encore des milliers d'années se trompent. Hein, la durée de vie de l'espèce humaine ne se mesurera pas en milliers de générations, mais en centaines de générations. Donc la génétique n'apporte rien. Eh bien, la biologie, la lutte pour l'existence, en réalité, la lutte pour la vie, elle ne se produit pas à l'intérieur de l'espèce, elle se produit entre les espèces. Hein, c'est le prédateur et la proie. Et vous avez un prix Nobel qui s'appelle Konrad Lorenz, qui a fait des études très intéressantes sur l'agressivité chez les animaux. L'agressivité qui provoque les combats. Il a étudié en particulier les chiens de prairie aux États-Unis. Alors le chien de prairie, c'est un animal un peu comme le lapin, si on veut. Et le chien de prairie vit par couple, et il y a des combats au printemps pour la répartition des territoires. Mais alors, il se passe la chose suivante, c'est que c'est comme au football, si vous voulez, quand vous êtes sur son terrain, on n'a pas envie de perdre devant tout le public qui est là. Donc, quand le petit animal, logiquement, le gros animal va vaincre le petit animal dans les combats. Mais au fur et à mesure que l'animal s'écarte du centre de son territoire, son agressivité diminue et son instinctualité augmente. Et donc, il arrive un moment où, entre le gros chien de prairie et le petit chien de prairie est plus près du centre de son territoire, donc il est plus agressif. L'autre est plus loin du centre de son territoire, donc il est moins agressif, et c'est le petit chien de prairie qui va gagner le combat. Donc, les combats à l'intérieur de l'espèce, donc c'est ce dont parlait Darwin, ont pour effet de répartir harmonieusement les territoires. C'est-à-dire que celui qui est plus petit, qui a moins de besoins, il aura un territoire plus petit, et le plus gros qui a plus de besoins, il aura un territoire plus grand, mais il n'y a aucune action éliminatoire. Donc le principe même de la sélection naturelle darwinienne est réfuté par la réalité biologique. Donc on pourrait évoquer beaucoup plus longtemps cette réfutation par la science, mais je dépasserai le temps. Mais concluons. Et concluons, alors, avec Pierre-Paul Grasset, vice-président de l'Académie des sciences, un grand biologiste, hein, qui est de Montpellier, qui écrit, alors c'est sur 1973, « Aujourd'hui, nous avons le devoir de détruire le mythe de l'évolution. » Oui, le darwinisme, un mythe, c'est pas une invention personnelle, hein, c'est, vous voyez, Pierre-Paul Grasset. Nous avons le devoir de détruire le mythe de l'évolution, phénomène simple, compris et expliqué, qui continue à se dérouler rapidement sous nos yeux. Il faut amener les biologistes à réfléchir sur la légèreté des interprétations et des extrapolations que les doctrinaires présentent ou imposent comme des vérités démontrées. La supercherie est parfois inconsciente. C'est des mots très, je veux dire, dans la bouche d'un vice-président de l'Académie des sciences. Hein. Parler de supercherie, parler de légèreté des interprétations au terrain, c'est des paroles extrêmement fortes. Hein. La supercherie est parfois inconsciente, mais non toujours, car il en est qui, par sectarisme, ignorent volontairement le vrai et refusent de reconnaître les insuffisances et la fausseté de leurs croyances. Autrement dit, l'évolutionnisme, c'est une croyance, hein, mais qu'on défend par tout le monde. Alors, il n'en reste pas moins que l'homme de la rue croit à l'évolution. Donc, on est en face d'une question majeure,
Et ce qui est rassurant, hein, ce qui confirme tout ce que je viens de vous dire, et ça sera ma conclusion, c'est une citation de Pie IX. Alors Pie IX, si vous voulez, c'est le pape contemporain de Darwin. C'est le pape, il est mort en 1879. Mais c'est aussi le pape du Concile Vatican I, c'est le pape du dogme de l'Immaculée Conception. Et en 1877, donc quelques années avant de mourir, il a envoyé un mot d'encouragement à un médecin français qui avait écrit un ouvrage anti-darwinien dont le titre était « Du darwinisme ou l'homme singe ». Alors, que dit Pie IX? Un système, donc il parle, le darwinisme, il appelle ça un système, qui répugne autant à la fois à l'histoire, à la tradition de tous les peuples, à la science exacte, aux faits observés et à la raison elle-même, c'est puissant, hein. Donc, semblerait ne nécessiter aucune réfutation. Si le rejet de Dieu et les penchants au matérialisme, dus à la dépravation, ne cherchaient avec ardeur un appui dans ce tissu de fables. Pie IX, 1877. Le darwinisme, un tissu de fables, contraire aux sciences exactes, contraire aux faits. Et de fait, l'orgueil, après avoir rejeté le Créateur de toutes choses et proclamé l'indépendance de l'homme, voulant que ce dernier soit son propre souverain. C'est lui qui a dit suffrage universel, mensonge universel, Pie IX. Donc, voulant que l'homme soit son propre souverain, son propre prêtre et son propre Dieu, l'orgueil s'avance jusqu'à dégrader l'homme lui-même au rang des brutes, sans raison, peut-être même au rang de la matière inanimée, confirmant ainsi inconsciemment cet oracle divin. Où sera l'orgueil, là aussi sera l'ignominie. Proverbe 11.2. Mais, autrement dit, c'est tellement absurde que ça ne devrait pas demander de réfutation. Mais la corruption de notre époque, les machinations des pervers, le danger pour les simples, parce qu'évidemment, ceux qui réfléchissent, ils vont bien voir que c'est absurde l'évolutionnisme, mais il y a les gens qui font confiance. Donc, il faut se soucier des gens qui font confiance. Donc, il y a une responsabilité des intellectuels. Ça, c'est parfois oublié. Donc, que nous dit Pie IX, 1877 ? La corruption de notre époque, les machinations des pervers, les dangers pour les saints, réclament que de telles fantaisies, si absurdes qu'elles soient, doivent, puisqu'elles empruntent le masque de la science, être réfutées par la vraie science. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion à cet exposé et j'en resterai là.